Madame, Monsieur, bonsoir. Nous voici dans l'antre des relations internationales. Cette émission consiste à mettre la lumière sur les relations entre le Cameroun et le reste du monde. Pour cette édition, nous avons choisi de faire immersion au sein de la chancellerie de la Fédération de Russie à Yaoundé. Et son ambassadeur Nikolai Ratiborensky a bien voulu nous ouvrir les grilles de sa chancellerie. Bienvenue dans Diplomatude. Pour inaugurer cette nouvelle édition, nous vous convions à regarder cette attitude du président russe du haut de la tribune des Nations Unies. C'était en septembre 2015. C'est le premier focus du premier numéro de Diplomatude. Monsieur le Président, au cours de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue ce septembre 2015 à New York, le président de la Fédération de Russie a porté lui-même la voix de son pays. Le président Poutine, que le magazine américain Forbes présente comme l'homme le plus puissant de la planète, a exposé sa vision globale de la fonction moderne des Nations Unies. Chercher à élaborer des compromis, sa force résultant de l'effort de conciliation des opinions et des points de vue différents. Les décisions qui sont discutées au sein des Nations Unies sont acceptées sous forme de résolutions ou ne le sont pas. Comme le disent les diplomates, ces décisions passent ou ne passent pas. Ce plaidoyer a permis à Vladimir Poutine de revenir sur la question de la légitimité étatique dont la définition change en fonction des idéologies politiques et de l'endroit du monde où on se trouve. C'est avant tout la question de la liberté. Liberté de choix, liberté de choisir son destin pour chaque individu, pour chaque peuple et pour chaque État. Pour Moscou, il faut limiter l'exportation des expériences. Nous sommes tous différents. Et c'est là quelque chose qu'il faut respecter. Personne n'est obligé de s'adapter à un mode de développement unique qui serait reconnu une fois pour toutes par quelqu'un comme étant le seul valable. Qu'attend l'échec des révolutions en Afrique du Nord? Aujourd'hui, il s'agit de l'exportation des soi-disant révolutions démocratiques, une exportation qui se poursuit. Il suffit de voir de plus près ce qui se passe au Proche-Orient en Afrique du Nord. Du haut de la tribune des Nations Unies, le locataire du Kremlin a reprécisé le sens du soutien de son pays au pouvoir d'Irak et de Syrie. Nous comptons que la communauté internationale saura élaborer une stratégie globale de stabilisation politique et de redressement social et économique du Moyen-Orient. Alors, mesdames et messieurs, il ne sera plus nécessaire de construire des camps pour accueillir les réfugiés. Ceci se résume donc en la lutte contre le terrorisme, dont le Proche-Orient semble être le foyer principal. Mais pour y parvenir efficacement, la Russie appelle à quitter la logique de la confrontation avant chute du mur de Berlin. Nous sommes convaincus que le seul moyen d'arrêter les fusions de sang et de sortir de l'impasse actuelle en Ukraine consiste à faire appliquer strictement et de bonne foi les accords de Minsk du 12 février 2015. Moscou prescrit également la même pratique pour un commerce mondial équitable. L'OMC, oui, mais les sanctions unilatérales qui contournent la charte des Nations Unies sont presque devenues la norme. Ce sont là des sanctions qui sont utilisées au-delà de buts politiques en tant qu'outil pour éliminer les concurrents sur les marchés. Je veux aussi noter ici l'existence d'une autre manifestation de cet économisme économique. Il y a certains États qui optent pour la création d'associations économiques prioritaires à caractère restreint. Et même les négociations concernant ces blocs économiques sont menées en cachette à l'insu des citoyens, des milieux d'affaires, de la société civile. Vladimir Poutine propose des intégrations fondée sur les règles commerciales reconnues au niveau international, universel et transparent. Pour plus de loyauté et d'équité dans le change international. Vous êtes bienvenue. Merci de nous accueillir. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur, j'aimerais bien vous dire Ezra Switzer. C'est bien cela, la prononciation exacte? Correct. Je me débrouille quelquefois à parler quelques mots en russe, mais on va s'arrêter à ça parce que ma connaissance du russe est bien modeste. Alors, monsieur l'ambassadeur, on vient de regarder tout à l'heure le président Poutine, qui est le patron de la diplomatie de votre pays. On l'a écouté du haut de la tribune des Nations Unies. Il est revenu sur les questions de souveraineté. Et alors,
on a envie de se demander si la Russie adapte ses politiques internationales simplement en fonction de l'Occident, c'est-à-dire l'Amérique du Nord ou bien l'Europe de l'Ouest. Bon, tout d'abord, Rodrigue, vous êtes bienvenu et je suis vraiment honoré que je suis votre premier objet d'intérêt en cadre de votre nouvelle édition Diplomatitude, n'est-ce pas? Diplomatitude. Merci vraiment, de nous avoir félicitations que vous entreprenez telle action. Je suis sûr que ça sera successif et que les autres participants de votre émission vont suivre mon cas. Mais vous êtes bienvenus et je suis disposé de discuter avec vous toutes les questions d'intérêt. En ce qui concerne la vision russe exprimée par mon président de la tribune de l'Assemblée générale, avec tout mon respect à mon leader, je dois mentionner que M. Poutine n'a pas touché ou exploré quelque chose spectaculairement nouvel. Vraiment, il a disposé la philosophie et la tradition de la diplomatie russe, celle qui est sa propre philosophie, et comme j'ai mentionné, la philosophie de diplomatie de mon pays. Tout d'abord, nous sommes ardents dans la protection de lois internationales. le fameux consensus du système de loi internationale comme ça était établi et élaboré au cours de l'existence d'une seule organisation globalement universelle, c'est de l'Organisation des Nations Unies, que nous considérons ser la seule source de loi internationale. Et si vous agissez en cadre de ces lois, en cadre de la philosophie et de la politique des ONU, vos actions sont légitimes. Sinon, alors non. Ça, voilà l'attitude et de mon président et de la diplomatie russe. Mais le président Poutine dénonce le diktat du camp d'en face, vos partenaires européens. Est-ce que la Russie se contente d'adapter ses politiques internationales au son de cloche qui viennent de l'Occident? Vous connaissez, bon, nous vivons dans le monde qui se globalise, oui? Et nous ne voyons rien de mal dans cette globalisation. Ça, c'est normal que le monde développe comme la communauté globale. Mais ce que nous observons les dernières décennies sur la scène internationale, ça c'est déformation de cette globalisation en telle manière qu'on instrumentalise ce processus en faveur de la construction du monde unipolaire avec la, si pas dictature, je pourrais dire, mais la dominance, en tout cas le diktat. Dominance d'une seule puissance. Laquelle? On peut la citer. Et on peut, en cercle, assez petit cercle des autres puissances rapprochées à l'Amérique. Oui. Finalement, on l'a cité, l'Amérique. Bon, il faut respecter vraiment ce peuple américain et cette puissance qui démontre au monde le développement vraiment successif de son économie, de sa culture et de sa puissance, c'est bon. Mais c'est un ordre pas seulement pas démocratique, je pourrais dire. Parce que de plus, et en plus, même dans le langage de nos partenaires occidentaux, nous voyons que quand ils parlent communauté internationale, nous voyons qu'il s'agit seulement de ce petit cercle
de ceux-ci qui cherchent la dominance. Les pays de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord. Si pour nous, la communauté internationale, ce sont 193 membres de l'ONU, pour nos partenaires occidentaux, c'est pas ça. Ce sont eux. Cyniquement, d'après les analyses des politologues, etc., il s'agit de soi-disant 1 milliard d'euros. Oui. Vous C'est 6 milliards. Ceci, de quoi s'agit-il? Pour nous, ça, c'est pas acceptable. Nous voyons qu'en centre de cette mondialisation, etc., les différents centres de développement rapide, d'émergence apparaissent, que leur poids et rôle devient de plus en plus important dans la vie internationale. Et ça, nous félicitons. Ça c'est normal. Ça, c'est naturel, je pourrais dire. Et ça, c'est plus démocratique, bien sûr. Mais si tous les efforts des États-Unis et de leurs alliés sont visés à étouffer l'apparaissement de tels autres centres des activités, d'émergence, etc., nous ne pouvons pas accepter tel développement d'architecture globale. Non. Et c'est ce refus que vous organisez au niveau de l'Ukraine et même de la Syrie. On reproche à la Russie de ne pas bombarder les cibles de Daesh comme prévu par la communauté internationale, mais plutôt d'affaiblir les adversaires de Bachar que vous soutenez et que l'Amérique ne soutient pas. Bien, bien. Ah bon, allons commencer des bombardements de Daesh de la part de la coalition occidentale. Oui, et qui a permis à ces membres de la coalition de bombarder le territoire d'un État souverain comme la Syrie. Qui a permis? Conseil de sécurité? Non. Oui, la charte de l'ONU prévoit le droit à la défense collective. Alors le gouvernement souverain peut appeler ses amis, venez et aidez-moi. En cas de Syrie, ça n'est pas fait. Mais la France notamment estime que la source de l'État islamique, c'est en Syrie, et donc elle est en droit d'aller poursuivre les terroristes là où ils se trouvent, notamment bombarder Daesh sur le territoire syrien. Bien sûr. Oui. Mais alors, il faut ou coopérer avec le gouvernement souverain dans toutes ces manières, ou comme minimum de coopérer et de trouver des solutions à travers, comme j'ai mentionné, une seule institution légitime, globalement universelle. C'est l'ONU, c'est le Conseil de sécurité. Ni le premier ni le deuxième n'a pas été commis. Alors, et la Russie, elle a recouru au système des Nations Unies pour commencer ses bombardements en Syrie. Absolument. Et le système des Nations Unies, on imagine, l'a autorisé à bombarder des rebelles au régime de Bachar. Comme mon ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a récemment dit que qu'est-ce que c'est que ça, les rebelles? Les gens... On compte bien sur vous pour une belle définition de rebelle, monsieur l'ambassadeur. Les gens armés qui agissent d'une même manière que Daesh ou Al-Qaïda. Et comme le ministre a dit, si quelqu'un armé à l'odeur d'un terroriste agisse comme un terroriste, c'est un terroriste. Mais ils combattent un régime qui n'est pas reconnu par la fameuse communauté internationale. Pourquoi la Russie soutient Bachar, monsieur l'ambassadeur? Le régime qui n'est pas reconnu, par qui? Par la communauté internationale. Écoutez, la Syrie, c'est le membre de l'ONU. Et c'est à ce titre que vous soutenez le régime de Bachar? Vous supposez la communauté internationale, c'est ce petit cercle que nous avons discuté récemment. Que nous avons défini maintenant. Par qui n'est pas reconnu? La Syrie possède les relations diplomatiques avec plus qu'une centaine de pays. Et pour nous, ça c'est un pays souverain et un gouvernement légitime. Et le président est élu légitimement. La dernière élection en Russie remonte à quand, monsieur l'ambassadeur? Excusez? La dernière élection en Russie, l'élection présidentielle. Ça c'est l'année 2018.
La prochaine élection, dans ce cas, la dernière remonte à bien loin dans le passé. À 2012. Oui. Alors, cette élection avait été contestée par les voisins, par la Turquie. Les élections en Russie? Oui. Non, je parle de la Syrie. De la Syrie. Bon, ça c'est difficile même de discuter tellement la Turquie, c'est un autre pays souverain qui doit être engagé et préoccupé par les processus dans son propre pays. En Turquie, comment les élections sont là, quelle est la situation politique, quel est le développement économique, et pourquoi s'engager par les élections dans un autre pays. Le porteur et la source de souveraineté des États, c'est le peuple. Tout à fait. Et seule source. Et c'est les élections en Syrie, c'est la cause du peuple syrien. Les élections en Turquie, c'est la cause du peuple turc. Et en Ukraine? Je ne pense pas que M. Assad va commenter ou juger les résultats des élections en Turquie. Non. Il va accepter ça comme la réalité, comme les données. N'importe qui sera élu en Turquie. Pourquoi la Turquie se permet de discuter les résultats des élections en Syrie? Et c'est au nom de cette même légitimité que vous avez engagé une crise en Ukraine. La crise couvre encore. Absolument, absolument. Vous voyez l'Ukraine, que nous considérons que les élites qui ont pris le pouvoir ont arrivé au pouvoir comme le résultat de coup d'État. Et que nous pouvons contester l'ordre et l'atmosphère dans laquelle ont eu lieu les élections. Mais pourtant, la Russie a reconnu les résultats. Sont-ils fausses ou non? Mais ça, c'est au peuple ukrainien de réagir et de décider dans quelle atmosphère, dans quel ordre il lit. Ce n'est pas la cause de la Russie. Je suis sûr que vous avez entendu ces soupçons. On soupçonne la Russie d'être nostalgique de l'époque de l'Union soviétique et donc veut maintenir la main sur l'Ukraine, qui est aujourd'hui une des puissances de ce qu'on appelait la communauté des États indépendants, après la chute du mur de Berlin. Est-ce que ce n'est pas simplement ce souvenir, monsieur l'ambassadeur, qui vous pousse à garder la main sur l'Ukraine? Ou alors c'est tout autre chose, le gaz? Non, ça c'est tout à fait autre chose. Le premier, la souveraineté, le respect de notre voisin comme l'Ukraine est parfaitement respecté en Russie. Bon. Autre chose que c'est un pays historiquement lié, pas seulement géographiquement, c'est le voisin, mais c'est un peuple simplement lié par des millions et des millions de liens personnels, des familles mixtes, les mouvements à travers les frontières qui n'existaient pas jamais. 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 Vous pouvez mentionner ici le cas de Crimée. Oui. Rattachement de Crimée en Russie, qui historiquement toujours appartenait à la Russie, bon, la région. Mais vous connaissez le contexte de tous ces événements, comme la réaction au coup d'État à Kiev. Oui. Et les déclarations de ces nouveaux dirigeants de Kiev que la langue russe sera interdite, les Russes doivent aller à Russie, aussi juifs, aussi hongrois, aussi des autres. Et là, vous avez soupçonné une fois de plus la main invisible de l'Occident. Et voilà, il y avait la réaction de la population de Crimée, qui est 90% peuplée par les Russes. Ils ont entrepris le référendum, ils ont proclamé leur indépendance et après sont adressés à la Russie de rattacher au pays auquel ils appartenaient des siècles et des siècles. C'est ça. Alors vous avez certainement entendu qu'en réalité il s'agit du gaz. Du gaz que la Russie produit. La Russie est une importante réserve de gaz dans le monde et on la soupçonne de faire du chantage au reste de la communauté internationale, notamment l'Occident. Comment vous parviennent ce type de soupçons? Est-ce que dans les milieux diplomatiques, dans les couloirs, on vous dit, mais vous les Russes, vous nous faites suffisamment de chantage comme ça? Bon,
À l'époque, quand la Russie encore appartenait au groupe des 8, Oui. et en année, il me paraît 2006 ou 2007, ça, à Saint-Pétersbourg, c'est la Russie qui était le président et accueillant le groupe des 8. Oui. Le G8, le fameux G8. G8, oui. Et vous connaissez, chacun des présidents élabore l'agenda pour tel sommet. Alors, à l'époque, cette année, au sommet de Saint-Pétersbourg, la Russie a proposé comme le point clé le concept de la sécurité énergétique. Ça, c'était le premier essai d'élaborer globalement les règles acceptables pour la communauté internationale d'exportation et d'importation des matières énergétiques, de pétrole, de gaz, etc., compte tenu que les grands producteurs, explorateurs de pétrole et de gaz s'engagent dans ces affaires en telle grande dimension qu'ils deviennent dépendants, leur existence, leur économie devient dépendante de ces exportations. Et d'autre côté, les consommateurs d'énergie, leur économie aussi sont dépendants. Si ce marché est déstabilisé, vous voyez, ça a effet et les résultats extrêmement visibles et sensibles. Alors vous voyez, c'est la Russie qui était initiateur de ce concept de la sécurité énergétique. Outre, après, vous connaissez, existe le PEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, qui essaie de contrôler les marchés de pétrole. Et ça, c'était juste la Russie qui a initié la création de quelque chose pareil comme le Forum des États exportateurs de gaz. Et nous essayons vraiment d'offrir à la communauté internationale, globalement, quelques règles, quelques stratégies qui pourraient être acceptées par tous les grands exportateurs et consommateurs de ce gaz. Ce forum fonctionne, ça c'est un établissement assez jeune. Et juste en novembre, nous planifions voir le nouveau sommet des grands exportateurs de gaz à Téhéran, en Iran. Et toutes ces matières sont sous les discussions, sous les considérations. Écoutez, dans le monde d'affaires, la compétition, c'est le phénomène bien connu. C'est l'économie libérale qui est chère à l'Occident. La compétition, c'est la compétition. Mais nous jamais ne cherchez pas de la monopolisation. Nous toujours agissons comme le partenaire grand ou petit, mais supplémentaire, disposé d'agir dans le concert des partenaires, des autres partenaires, de respecter les intérêts de chacun, géopolitique, économique, financier et les autres. C'est voilà l'attitude de la Russie dans ce domaine. Le président Poutine le disait. Ce que vous avez mentionné, on discute la nature de crise syrienne, géopolitiquement, pour expulser la Russie de ses marchés et d'avoir les nouveaux réseaux alternatifs d'exportation de gaz. Mais écoutez, si vous planifiez d'utiliser le territoire de quelques pays comme la Syrie pour pause, et après détruisez ce territoire et faites ce territoire explosif, difficile même à imaginer, si ce n'est pas le cas clinique, de quoi vous pensez. Comment on peut planifier d'utiliser Syrie comme le territoire transitoire pour telle chose explosive de gaz, si vous avez le territoire presque occupé d'une entité terroriste. Les terroristes n'ont pas tombé de la lune, de le ciel.
quelqu'un a inspiré ce mouvement. Le président Poutine suggère que ce soit les avatars des révolutions manquées en Afrique, par exemple, ou en Afghanistan, ou encore au Pakistan. Mais en tout cas, on reparlera de l'Afrique tout à l'heure parce que entre les deux blocs, Ouest et Est, il y a bien l'Afrique qui a son son de cloche à donner. On va donc parler de l'Afrique, du regard que les Camerounais posent sur les rapports entre la Russie et l'Afrique. Ce sera avec ce sujet. Je pense que la Russie aujourd'hui est une très très grande puissance dans le monde entier. Et au vu de tous, la Russie devait être vue aujourd'hui comme le nouveau partenaire de l'Afrique. Parce que les relations avec l'Europe, avec les États-Unis, ce sont les relations qui durent depuis fort longtemps. Mais ces relations-là, si on peut ainsi le dire, sont toujours d'ordre gagnant, perdant en sorte. Je trouve que la Russie joue un peu l'état de la balance en fait dans le monde. Parce qu'on se rend compte que les États-Unis ont tendance à vouloir, avec la France, en fait l'OTAN a tendance à vouloir un peu tenir le monde. Mais la Russie, elle est plutôt comme la balance, elle vient plutôt à certains moments dire, tenez compte, baissez un peu votre garde et puis voici notre position en fait. Dans la Russie, pour moi, elle a un peu un rôle équilibrateur dans ces relations. Et la Russie, un partenariat possible entre la Russie et l'Afrique, qu'est-ce que vous pensez? Moi je pense que c'est un partenariat gagnant, vu qu'avec les affaires de Boko Haram dernièrement, là, la Russie a prêté son aide contre rien. On sait qu'elle n'est pas implantée sur le sol camerounais ni en Afrique comme les autres grandes puissances. Donc la Russie, elle fait comme ça, elle est volontaire. Vous savez, pour parler de la Russie, je vais parler de la Russie à partir de son président. Le président russe est un président charismatique. Je pense que c'est un modèle pour les présidents du monde parce qu'il ne bavade pas beaucoup, il est charismatique et à chaque fois qu'il prend une décision, c'est une décision qui fait jaser. La Russie dans la géopolitique mondiale, d'abord la Russie c'est un pays très puissant. C'est l'une des grandes puissances du monde et puis leur politique pour moi, je vois qu'ils veulent que, surtout concernant les pays africains, que les pays africains ne dépendent plus trop des Européens. Ils veulent que les pays africains soient quand même libres de gérer leur sous-sol. Et quand je vois la position de Poutine, vraiment, il est charismatique, il est vraiment un homme très décisif, il n'a peur de personne. Et quand il dit quelque chose à la longue, on constate toujours que ce qu'il a fait est très bien. Bien, monsieur l'ambassadeur, nous avons écouté ces Camerounais, mais il y a ce regard que l'Afrique en général pose sur la Russie. C'est la position du président Poutine par rapport aux révolutions arabes chez nous. Il paraît que la Russie estime que c'était des révolutions manquées, c'était une opération manquée. Le renversement du régime de Libye, de Tunisie et même d'Égypte. Est-ce que vous pouvez repréciser pour nos téléspectateurs le sens de cette posture de la Russie qui est un peu contraire même à certaines forces vives ici localement en Afrique? Permettez-moi de formuler quelques visions absolument personnelles sur les événements à l'Afrique du Nord, dans des pays arabes concernant soi-disant révolution. Soi-disant. Soi-disant, je pourrais dire. Tant plus que les cours des mêmes prostitutions nous avons observé et en Ukraine, à la proximité de Russie. Le premier, bien sûr, existait quelques mécontenances, quelques inquiétudes de population de pays, comme tu disais, comme les autres, concernant les conditions de vie. Le désir des changements. Et je voudrais vous dire... Nous appelons ça à ce sujet, je voudrais vous dire une chose que vous connaissez. Pour les révolutions, ce n'est pas le point clé de faire abattre quelques leaders, quelques présidents, dictateurs ou satrapes. Vous estimez que Kadhafi et les autres ont simplement été abattus? De faire changer
le gouvernement. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Pour la vraie révolution, et mieux de dire processus d'évolution majeure, ça c'est l'apparaissement de la société de telle qualité, de tel standard, qui fait l'existence elle-même de satrape, de tyran. L'existence elle-même d'existence de mauvais gouvernements, de mauvaise gouvernance, impossible. Voilà, si vous créez telle société, alors vous connaissez même ni coup d'État, ni quelques événements sanglants ne seront pas nécessaires. Les dictatures, la mauvaise gouvernance va disparaître. Mais si le phénomène de mécontence d'opinion publique dans tel ou autre pays est manipulé, est inspiré, et aujourd'hui nous connaissons les technologies élaborées par nos partenaires occidentaux de telle inspiration, à travers les réseaux d'Internet, sociaux, etc., à travers l'entraînement des activistes de tel mouvement. Alors vous pensez que tous ces activistes qui pullulent en Afrique, ce sont des instrumentalisés de l'Occident? La présence de tels mécanismes, de tout début. Et souvent, quand ça développe d'après tel scénario, ça provoque des processus contraires, les réactions radicales de quelques autres forces qui n'acceptent pas ça. Et souvent, ce radicalisme, se développe en terrorisme. C'est voilà, le danger de ces jeux avec des révolutions artificielles. Bon, mon président a dit que ce sont des révolutions échouées parce que les slogans, les volontés, les désirs originels de la population ont été dévoués, ont été falsifiés. Et souvent, ce qui était comme le résultat, ce n'était pas ce que la population attendait de ces moments, de cette... Mais pourtant, on a vu en Libye, en Tunisie, en Égypte, des gens descendent dans la rue. On a parlé de la place Tahrir au Caire, la place de la révolution, la place de la liberté. C'était des Égyptiens, effectivement, qui étaient sortis. J'ai mentionné les technologies, ils sont très sophistiqués d'inspiration. Vous soyez sûr, ça c'est pas quelque blague. On vous croit, monsieur l'ambassadeur. Ce sont des choses vraiment, pourquoi nous parlons aujourd'hui, et sur la sécurité dans les réseaux d'Internet. Parce que les technologies qui permettent mélanger, intervenir dans des affaires de nombre des États, des sociétés de l'extérieur, et de vraiment désorienter l'opinion publique, d'inspirer. C'est vraiment un instrument très sophistiqué de manipulation. Il faut être très vigilant ici. Le cas de Libye, c'est le cas particulier. C'est le cas de la directe intervention militaire. Vraiment, comme le prétexte, d'abord, on a inspiré ces mutations. À distance, vous souvenez ce phénomène de soi-disant gouvernement alternatif à Bisra, oui. On a assuré l'appartenance de l'armée des rebelles. L'armée rapidement développée de telle dimension qu'elle est devenue presque égale à l'armée gouvernementale de Kadhafi. On a manipulé avec la résolution 1973 du Conseil de sécurité, ainsi que qui mandatait la France. La résolution qui mentionnait la possibilité de la zone avec des vols interdits pour l'aviation a été
utilisé d'une telle manière pour bombarder et détruire cet État et tuer Kadhafi. Le président Kadhafi. Voilà. Mais la Russie est restée silencieuse. Au début, on a entendu la voix de la Russie qui condamnait les attaques ou les bombardements de la France. En cas de Kadhafi, écoutez, ça c'est le cas, je mentionne particulier parce que la Russie a été disposée d'imposer veto à cette résolution. Mais on n'a pas vu ce veto, monsieur l'ambassadeur. Vous n'avez pas vu ce veto, mais vous avez vu autre chose. Quoi? Que 3 membres non permanents africains et les représentants non permanents de la Ligue arabe ont voté en faveur de cette résolution. Et dans telle situation, dans telles conditions, et nous et nos partenaires chinois, nous sommes été confus vraiment. Alors nous avons décidé de s'abstenir. Ça c'était la faute ou non? En tout cas, croyez que ça c'était la leçon pour nous aussi. Et nous avons changé notre attitude au Conseil de sécurité. Et en cas de Syrie déjà, quand la Ligue arabe a expulsé Syrie de ses rangs, quand les représentants arabes ont voté en faveur des résolutions anti-Assad, anti-syrien, 2 ou 3 fois, nous avons déjà imposé notre veto. Tout à fait. Ce n'est-ce pas? Nous tenons en compte cette leçon, les Libyens. Est-ce que c'est la même leçon qui vous a poussé antérieurement en Côte d'Ivoire à abandonner Gbagbo? On avait entendu la voix de la Syrie qui soutenait Gbagbo contre la France et le reste de la communauté internationale. Mais vers la fin, on n'a plus vu la Russie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Russie négocie le matin et la nuit, fait des concessions? Parce qu'on a l'impression que la Russie menace, mais dès qu'elle obtient ce qu'elle veut de l'Occident, elle se rétracte. C'est le sentiment qu'on a. Mais écoutez, la diplomatie, ça c'est toujours la recherche du compromis. De compromis. D'ailleurs, on dit que la guerre, c'est l'échec de la diplomatie. La confrontation, la division et au sein du Conseil de sécurité, etc., c'est la plus mauvaise chose. La très mauvaise chose qui est présente aujourd'hui au sein du Conseil de sécurité. Vous voyez. Vraiment, nous vivons et dans la guerre d'information et dans une vraiment confrontation acharnée et des idées et de visions des valeurs, du système des valeurs. Retournons au discours de 2 leaders à l'Assemblée générale, du président américain et du président russe. Les deux ont disposé les concepts, les visions de l'architecture mondiale et des systèmes de valeurs qui sont absolument différents. Aux antipodes. Sont très différents, très différents. Je répète, j'ai déjà mentionné quelquefois dans des discussions et publiques aussi qu'il faut apprécier d'après ça l'initiative de Barack Obama qui immédiatement... C'est pas tous les jours qu'un ambassadeur russe apprécie les actions du président américain. Qui a initié la rencontre des 2 leaders immédiatement après ses discours à New York. Et ça, c'est autre chose qu'ont été les résultats de cette rencontre. Je suppose que ça, c'est pas grand-chose. Hein. Mais ça, c'était le message très fort à la communauté internationale et y compris au peuple américain. Que malgré ces débats, malgré cette confrontation des idées entre la Russie et les États-Unis, ni l'un ni l'autre ne réfléchissent pas par des catégories de la Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est exclu. Oui. Ça, c'est la ligne On est au rouge. moins d'accord dessus. Oui. On peut vraiment être et dans des débats et dans des atmosphères des sentiments personnels, négatifs, etc. Mais on n'imagine même pas. On n'imagine même pas. C'est ce que Barack Obama a initié comme le message, je dis, à travers cette rencontre, et il faut apprécier ça. Il faut apprécier ça. Mais les concepts, les attitudes sont différents. Je répète que pour nous, le point clé, c'est le respect et la défense de la loi internationale. Nous bombardons la Syrie, mais seulement après l'appel du président du gouvernement. Avant ça, vous voyez, 4 ans
Oui, nous sympathisons, nous comprenons que le gouvernement d'un pays souverain est en danger, que ça c'est des choses horribles, mais il n'y avait pas de la résolution du Conseil de sécurité, il n'y avait pas d'appel d'Assad et du gouvernement syrien, et la Russie s'abstenait de quelque activité. En tout cas, on vous croit bien, monsieur l'ambassadeur, au milieu de l'Afrique, il y a le Cameroun. J'imagine que vous savez qu'on l'a baptisé Afrique en miniature et donc résume du point de vue géographique, anthropologique et sociologique l'Afrique, ce vieux continent, ce continent le plus ancien de la planète. Intéressons-nous donc au Cameroun et de l'apport de la Russie au développement de notre pays. C'est dans ce sujet-ci. Olga Gogolina. Lorsque devant elle flottent ces deux drapeaux camerounais et russes, son être s'exprime pour une double patrie vivante. La Russie d'abord, son pays natal et d'origine, le Cameroun ensuite, sa terre d'accueil et de mariage. Elle est Madame Belle. Son époux, bien aussi fruit de la coopération russo-camerounaise, connaît bien les lumières décoratrices de Moscou pour avoir fait de beaux jours d'études là-bas. En 1999, comme tout jeune Camerounais, j'étais à l'université de Yaoundé en première année et donc je cherchais à faire des études techniques quelque part. Polytech est sélectif, donc tout le monde ne peut pas être à Polytechnique. C'est comme ça que j'ai déposé une demande de bourse d'études au ministère de l'Enseignement supérieur. Quelques mois après, je suis mis au courant par un communiqué radio que je suis bénéficiaire d'une bourse d'études en Russie. Comme lui, ils sont nombreux qui chaque année s'envolent à la chasse du savoir au pays de Poutine. L'année dernière encore, près de 200 bourses d'études dans divers domaines étaient ouvertes à l'intention des étudiants camerounais. Palier de l'éducation d'une coopération Cameroun-Russe bilatérale au sens complet et parfait. Pour la diversité de domaines, d'une amitié scellée depuis 50 ans déjà, la sécurité. C'était elle hier de son URSS battante pour la lutte anti-impérialiste avec les mouvements de libération. C'est elle, Russie aujourd'hui bien audacieuse, aux côtés du Cameroun contre l'excroissance du terrorisme international dont l'ennemi Boko Haram. Accord de livraison d'armes, du matériel de guerre et la formation militaire. Soutien bien affiché. L'autre axe de coopération Yaoundé-Moscou, c'est l'économie. Encore appelant, mais sûr. Si le volume des échanges commerciaux ne court pas encore au challenge des grands partenaires du Cameroun, le chemin se balise petit à petit. Dans ce sens donc, le Russian Business Center est au défi de l'intensification bénéfique. Notre centre joue un rôle félicitateur. Nous sommes comme la porte pour la Russie. L'entreprise et les hommes d'affaires camerounais dans la région CIMAC qui voulaient trouver relations économiques, qui voulaient collaborer avec son collègue dans la Russie. Il peut venir dans notre centre et nous, on va suivre et orienter, on va aider à trouver les bonnes relations économiques dans la Russie. Aux cloches des salons internationaux russes résonnent bien d'opportunités offertes pour accompagner le Cameroun dans son projet d'émergence. Dans le cadre de l'émergence du Cameroun à horizon de 2035, nous avons bonne proposition pour visiter la Russie. Il s'agit de grands salons qui font la promotion entreprises qui proposent équipements et mini-usines pour entreprises petites et moyennes. Les Russes au Cameroun, il y en a bien concentrés principalement dans les villes de Yaoundé qui se sentent aussi Ewondo et de Douala bien convertis Sawa. À Douala justement, un consulat honoraire est ouvert avec une école pour enfants pour apprendre la langue et la culture russe. C'est autant de facilités d'intégration en Russie où vit une importante communauté camerounaise. Il y a beaucoup de Camerounais en Fédération de Russie. Ils font des études de médecine, des études d'ingénieurs surtout. Cameroun-Russie, le pas d'amitié et de coopération est en accélération avec des projets d'infrastructure et de développement annoncés. Pourquoi pas espérer,
À l'échéance d'émergence, voit de si belles autos. À Yaoundé, Douala, Bafoussam, bien à la Moscou. Alors, monsieur l'ambassadeur, on a regardé cette présence, on a observé cette présence russe au Cameroun avec quelques symboles, mais on vous a vu sur le terrain de la guerre, puisqu'on parle de guerre depuis le début de cet entretien, au nord en train de faire des dons aux déplacés et à l'armée, et sur le front est, avec la Centrafrique, en train de faire d'autres dons. On sait bien qu'entre amis, entre États, il n'y a pas d'amitié, mais il n'y a que des intérêts. On vous demanderait donc, quel est l'intérêt de la Russie à soutenir le Cameroun contre cette guerre? D'abord, vous mentionnez qu'il n'y a pas de l'amitié entre les États, et pourquoi? C'est pas moi qui le dis, c'est Charles de Gaulle. Ah bon. Non, traditionnellement, vous connaissez, je suis un diplomate professionnel de la service diplomatique de Russie au cours de 4 décennies. Et pour moi et pour nos collègues, le component de moralité et des sentiments, c'est un component assez naturel dans la diplomatie et dans des relations entre les États étrangers. Bon. Et vraiment, et nous avons des sympathies envers quelques plus grandes, plus exprimées envers quelques de nos partenaires à travers la scène internationale. Nous avons quelques problèmes et des sentiments plus froids, je pourrais dire, envers les autres. C'est naturel, c'est naturel. Oui, nos deux pays sont éloignés, mais pourtant, ce que connaît sur le Cameroun en Russie et comment on voit votre pays en Russie, c'est comme des rares, dommage, mais des rares exemples de stabilité et de continuité au cours de décennies et de décennies. En notre rapprochement et attitude envers l'Afrique entière, l'exemple du Cameroun est de grande valeur, vraiment de grande valeur. De voir la société bien équilibrée, malgré toute sa diversité, toute sa richesse culturelle, et ethnique, et linguistique, etc. D'avoir l'exemple de telle société bien balancée, bien équilibrée, qui vit dans la paix, dans le respect mutuel, etc., au cours des décennies et des décennies, c'est une expérience, c'est un exemple qui ne peut pas être supporté par la Russie. Et quand l'État pacifique qui rêve sur l'émergence et le développement social et économique en 2035 devient en danger, d'une manière pas provoquée, n'est-ce pas, juste à cause qu'à la côté, à la frontière, dans la République Centrafrique, disparaissent l'État et le large conflit fait comme résultat un flux de réfugiés au Cameroun voisin. Et ça, c'est un grand problème, et pour le budget, et pour les autorités camerounaises, nous le comprenons. Et ça va suivi par l'activisation et explosion, je pourrais, dans des activités horribles, vraiment, de la part de Boko Haram, qui fait de la directe intervention sur le territoire du Cameroun. La Russie, d'un côté, n'oubliez pas que c'est un pays membre permanent du Conseil de sécurité qui porte la responsabilité spécifique pour la sécurité globalement entière. Et la Russie qui, à travers sa histoire, etc., comprend qu'est-ce que c'est que ça défi et ne peut pas n'exprimer pas les sympathies et la solidarité, oui. Alors mon pays a réagi. Bien sûr, sans quelque modestie, je peux mentionner que dans telle chose, le rôle de l'ambassade russe au Cameroun est présent parce que le gouvernement réagit d'après les rapports, d'après les idées et initiatives proposées par l'ambassade à son gouvernement. Oui. Mais mon gouvernement a réagi, je trouve que d'une manière assez visible et efficace. On a
offert un grand paquet d'assistance humanitaire au gouvernement du Cameroun en faveur des réfugiés. Il s'agit d'alimentation, ça c'est 1500 tonnes de farine, 400 tonnes d'huile, de tournesol délivrés par les bateaux à travers Douala. Ce sont des générateurs électriques, les purificateurs d'eau lourde, grande installation puissante pour les camps des réfugiés, les tentes, les autres, les machines de sauvetage. Et c'est le paquet d'assistance et de support, de renforcement, je pourrais dire, de votre service national de protection civile. Oui, on a créé le centre de formation des spécialistes, on a délivré des machines pour les pompiers sapeurs, aussi des équipements, etc. Et cette assistance va être continue si nécessaire, bien sûr. Nous allons suivre le développement des événements. Autre domaine, très sensible, vraiment, ça c'est l'état de la défense. Mais je dis que vraiment, vous avez une armée très engagée et bien entraînée, c'est visible et patriotique, et je suppose efficace en ce qui concerne le matériel humain. Mais ça c'est clair que, étant un pays pacifique, stable, ça ce n'était pas quelque chose de vraiment puissant, capable de réagir d'une manière sur-efficace. D'ici la nécessité de moderniser, de réarmer, de peut-être rééduquer, réformer les spécialistes, s'il s'agit des équipements et des armements, des systèmes des armements très compliqués et sophistiqués. D'ici cette nécessité est apparue, et pour votre chef d'État et pour votre gouvernement, et bon, nous avons reçu tel appel. Vous avez reçu des appels du gouvernement camerounais? Oui, oui. Et ces derniers mois, à ma connaissance et à Moscou, d'une manière très intensive, il y avait lieu des pourparlers et des rencontres des experts, des spécialistes qui ont fait le choix d'équipements et d'armements qui est nécessaire pour les côtés camerounais. Ce que je peux dire, il s'agit de grands volumes d'un armement et d'équipements très modernes, de dernière génération, et je suppose même que possession de tel équipement va faire les forces armées du Cameroun l'un des plus forts au continent, je pourrais dire. En tout cas, on le souhaite en tant que Camerounais. Mais ça, c'est une résorption ponctuelle du conflit contre Boko Haram et contre la menace qui vient de l'Est. Mais pour une résolution définitive du conflit, qu'est-ce que la Russie, qui est à l'avant-garde de la résolution des conflits dans le monde, propose ou peut proposer au Cameroun? Vous connaissez et contenu l'État islamique et contenu Boko Haram. Et maintenant, ça c'est, pour nous, ça c'est une seule entité. Hein. Oui, d'ailleurs, Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique. Simplement, il s'agit vraiment déjà sur l'international terroriste global. Votre chef d'État, une fois dans son discours, a mentionné au défi global. La réponse doit être globale. Et ça, complètement, au cours de son discours au corps diplomatique accrédité à Yaoundé en 2015. Complètement partageant telle attitude, c'est la même attitude de la côté de Russie, qu'il s'agit d'une menace de dimension globale et qui se développe, hein, qui entreprend, qui s'amplifie, devient de plus en plus sophistiqué. Je ne sais pas, je suppose que je sais, on a mentionné des sources de telles forces, de tel enrichissement financier, influx des experts, des spécialistes bien entraînés dans tous les domaines, à partir d'informations et de propagande, de communication sophistiquée, de création et des stratégies, des méthodes tactiques, etc. On peut seulement s'interroger où sont les sources de telle croissance rapide et de l'État
islamique et de Boko Haram. Vous avez une petite idée, monsieur l'ambassadeur? Pas en cadre de cette dimension de discuter ces choses. En tout cas, il y a quelques chercheurs qui estiment que Boko Haram et Boko Haram est aussi apparu comme quelques sectes radicales et religieuses. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Ça, c'est une armée. C'est une vraie armée. Monsieur l'ambassadeur, j'ai indiqué qu'il y a des analystes qui pensent que Boko Haram s'arme à partir du conflit libyen, à partir des conflits qu'on a remarqués dans le Proche-Orient, et donc ce seraient des avatars de ces conflits mal négociés, de ces révolutions mal négociées. Vous êtes de cet avis? Oui, un des aspects de ce problème peut être comme l'un des aspects, mais il existe des autres aspects de ce problème. Mais en tout cas, je répète, pour nous, le terrorisme, c'est un phénomène global. Et d'ici, la Russie a très activement supporté la résolution du Conseil de sécurité qui annonce Boko Haram comme une organisation terroriste. Et récemment, comme le président du Conseil de sécurité, en mois de septembre, la Russie a initié la convocation de la conférence ministérielle au sein du Conseil de sécurité et a proposé la résolution compréhensive de la lutte contre l'État islamique, mais ça suppose, je dis, entièrement contre le terrorisme. La résolution très sophistiquée qui prévoit la coupure des canaux de financement du terrorisme. C'est acceptable quand l'État islamique accapare quelques réseaux de pétrole, les raffineries, et après fait le commerce international à travers le territoire des États qui formellement se proclament comme les membres de coalitions anti-Daesh. Et par le même... On suit bien votre regard, monsieur l'ambassadeur. Alors, couper les canaux de financement, couper les canaux d'armement. Vous connaissez certaines sortes d'armements qui apparaissent entre les mains des terroristes. Ce ne sont pas déjà de dépôts de Kadhafi. Ça, c'est quelque chose de fabrication de dernière génération. D'où ça arrive, la question. Alors, la résolution proposée par la Russie prévoit tout ça et prévoit les sanctions contre n'importe quel État qui inspire, contre n'importe quelle organisation, banque et les autres qui inspirent, qui clandestinement supportent le terrorisme. Si je suis optimiste que telle résolution sera adoptée au sein du Conseil de sécurité, c'est la question. J'ai mentionné la division au sein du Conseil de sécurité. Et je tiens un autre aspect. Vous connaissez les États-Unis d'Amérique, c'est une seule puissance qui considère que leur loi nationale qu'il faut suprémaliser les lois nationales. Suprématie sur les traités internationaux. Oui, sur les traités internationaux et les lois internationales. Pour nous, les résolutions qui touchent le terrorisme immédiatement deviennent la norme de loi nationale. Pour les États-Unis, non. Et le Daesh, l'État islamique, n'est pas sur la liste des terroristes des États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Il bombarde la Syrie. Mais cette organisation, si vous supposez que ça c'est contre Daesh, cette organisation n'est pas sur la liste des terroristes pour les Américains. Nous estimons n'avoir pas fait le tour de la question, nous n'avons pas fait le tour des questions de relations internationales. Alors, monsieur l'ambassadeur, s'il y a une question particulière qui vous titille, qui titille votre esprit, que vous voudriez partager avec nos téléspectateurs? Non, simplement, Rodrigue, je voudrais saisir cette occasion, compte tenu que nous avons touché les thèmes et de la lutte de votre pays contre le terrorisme et les États et les horizons de coopération entre Cameroun et la Russie. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer mes meilleurs vœux à votre pays et à votre peuple
Je vraiment souhaite que ces turbulences, cet engagement de Cameroun pour défendre son intégrité territoriale et son souveraineté ne sapent pas les grands et ambitieux programmes de développement et d'émergence socio-économique. Vraiment, le développement, le succès dans le développement socio-économique, c'est aussi un aspect très important de la sécurité. Un pays qui se développe en bon voie, en bon rythme, est sécurisé. Et ici, la Russie est disposée d'être partenaire du Cameroun. Croyez, mon pays ne voit pas quelque intérêt très spécifique dans votre pays. Ressources naturelles, mais la Russie elle-même, c'est un exportateur et un pays riche aux ressources naturelles. Mais nous sommes disposés d'être partenaires en concert avec des autres grands et traditionnels partenaires du Cameroun. Il s'agit des pays de l'Union européenne, il s'agit de la Chine, d'être un partenaire additionnel qui peut élargir les possibilités pour le Cameroun de faire le choix. Et le choix, c'est toujours juste la liberté. Si vous avez la possibilité de faire le choix, alors vous êtes indépendant, souverain et libre. Sinon, alors non. Et d'autre côté, vraiment, il existe un nombre de domaines où, à travers les mécanismes de coopération, la Russie est capable d'apporter ici et son expérience et des technologies modernes et l'expertise. Nous allons continuer à offrir les possibilités pour les jeunes Camerounais, comme c'est le cas de M. Georges Bell, qui a été cité au cours de notre édition, de recevoir les diplômes universitaires en Russie. Nous sommes ouverts. Alors, pour cette perspective claire et attractive dans le développement de votre pays, ce voilà mes désirs et mes vœux à votre peuple et à vos citoyens. Vous avez été bien entendu, monsieur l'ambassadeur. Merci. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir joué le jeu de nos questions et de nous avoir accueillis dans votre résidence. Chers téléspectateurs, nous allons prendre congé de vous, mais je vous recommande cette lecture, La sociologie des relations internationales. C'est avec Marcel Maire. Je vous assure que c'est ressourçant. Retrouvons-nous dans 2 semaines avec un autre invité pour une autre édition de Diplomatute. Bonsoir à tous.